Nous reprenons nos travaux. Monsieur Rocher, bienvenue à cette commission parlementaire et je vous laisse la parole immédiatement. Vous savez que vous avez 10 minutes et qu'on va vous écouter avec attention. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, je me présente rapidement, je suis sociologue. J'ai enseigné la sociologie pendant près de 60 ans à l'Université Laval et à l'Université de Montréal, c'est-à-dire de 1952 à 2010. J'ai, entre-temps, fait partie de la commission parents tout en étant dans l'enseignement. Et j'ai fait une pause dans ma carrière universitaire pendant 4 ans, car j'ai été ce qu'on appelait secrétaire général associé au Conseil exécutif du gouvernement du Québec, comme sous-ministre au développement culturel, développement social, avec le ministre Camille Lorrain et Denis Lazure à l'époque. En 2014, c'est-à-dire cette année, nous allons fêter le 50e anniversaire du ministère de l'Éducation. Je sais que le ministère de l'Éducation prépare un événement pour marquer cette date. En même temps, il se trouve qu'en 2014, nous célébrons le 50e anniversaire du projet de loi qui a créé le ministère de l'Éducation, c'est-à-dire le projet de loi 60. Comme par hasard, 50 ans plus tard, nous travaillons, vous et moi, nous tous, sur un autre projet de loi 60. Ce n'est pas un hasard, à mon avis, c'est un événement historique important parce que je crois qu'il y a des liens profonds entre les deux projets de loi 60. Pourquoi? Parce que le projet de loi 60 de 1964 a été, je pense qu'on peut l'affirmer, la première loi de l'Assemblée nationale qui établissait la neutralité de l'État québécois. C'était un grand événement et c'est un événement qui a marqué le Québec en 1964. Pourquoi? Parce que pour la première fois, on disait que nous mettons fin à un système confessionnel qui existait depuis des décennies au nom de la neutralité religieuse du système d'éducation. Ce fut une loi très importante. Pourquoi? Parce que par cette loi, nous avons invité, et non pas invité, mais nous avons forcé les 22 évêques du Québec, c'est-à-dire tout l'épiscopat du Québec, à quitter les postes qu'ils avaient à la tête du système d'éducation publique. Ce ne fut pas sans difficulté, je peux vous le dire. Non seulement cela, mais par la loi 60 de 1964, nous avons institué un ministère qui avait autorité aussi sur tout l'enseignement protestant. Cela ne fait pas souvent partie de l'historiographie du Québec, mais je peux vous dire que la résistance des protestants ne fut pas moindre que celle des catholiques. Je pourrais en parler longuement. Donc, ce que cela veut dire, c'est que établir la neutralité de l'État québécois n'était pas anti-catholique, pas plus qu'anti-protestant. C'était au contraire une manière d'établir une réalité qui était nouvelle, la neutralité de l'État. Cette première loi, elle fut très importante. Elle a donné suite à d'autres lois qui se sont installées, que l'Assemblée nationale a votées, qui allaient également, et d'une manière de plus en plus concrète, établir la neutralité des institutions d'enseignement. Ce fut la loi créant les cégeps, où on a créé des institutions neutres à partir de collèges classiques et d'écoles normales qui étaient catholiques. Nous avons fait la loi créant l'Université du Québec contre les jésuites qui, à ce moment-là, demandaient, en 1961, on l'a oublié aujourd'hui, demandaient d'ouvrir une université catholique à Montréal. Et plus tard,
l'Assemblée nationale a voté une loi qui transformait les commissions scolaires confessionnelles en commissions scolaires linguistiques. C'est donc, je pourrais dire que la loi 60 de 1964 est le début de cinquantaine d'années pendant lesquelles, au Québec, nous avons réfléchi sur la neutralité de l'État québécois, de nos institutions publiques, et où nous avons tenté également de réaliser cette réalité qu'est la neutralité de l'État dans nos institutions publiques. C'est donc un parcours historique extrêmement important et qui est un des aspects les plus importants de la Révolution tranquille. Pourquoi? Parce que parmi tous les événements qui peuvent expliquer ce qu'a été la Révolution tranquille, un des événements, c'est celui dont j'ai eu d'ailleurs pris conscience pour ma part, c'est la prise de conscience de la diversité religieuse de la population québécoise. Aujourd'hui, c'est banal de parler de cette diversité religieuse, mais en 1960, c'était un événement. Pourquoi? Parce que nous avions accepté depuis longtemps que nous vivions dans la diversité religieuse entre catholiques, protestants et juifs, mais entre catholiques, protestants et juifs qui cohabitaient sans relation, dans l'ignorance mutuelle. Or, en 1960-61, nous apprenions, avec le mouvement laïque de langue française, qu'il y avait des Canadiens français qui étaient athées, des Canadiens français qui refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école publique catholique, qui demandaient une école neutre, qui demandaient le mariage civil, énormité à l'époque, qui demandaient de ne plus faire serment sur la Bible dans les tribunaux, etc. Nous avons pris conscience d'une manière très forte de cette réalité nouvelle qui était la diversité religieuse de la population québécoise, particulièrement de la population canadienne-française, de la majorité dite catholique. Et quel principe, alors, nous a servi pour établir les politiques des institutions publiques? C'est le principe du respect des convictions et des consciences de toutes les clientèles qui font affaire avec les institutions publiques. C'est le grand principe qui a été établi, je peux dire, peut-être pour la première fois dans un document public par la Commission Parent. On le trouve dans le volume 4 du rapport de la Commission Parent, plusieurs pages qui portent précisément sur l'analyse de la neutralité dans cette perspective, du respect de toutes les convictions religieuses et autres, mais religieuses en particulier, des clientèles. C'est ce principe qui a permis d'établir les cégeps sur la base sur laquelle ils ont été établis. C'est le principe qui a permis d'ailleurs aussi au personnel enseignant d'accepter, personnel enseignant qui était dans des institutions confessionnelles religieuses catholiques, d'accepter de passer dans des institutions neutres, comme de plus en plus l'ont été les polyvalentes d'abord, comme l'ont été les cégeps, comme l'ont été l'université, et comme se sont aussi déconfessionnalisées les universités Laval et Montréal dans les années 60, en abandonnant leur charte pontificale au profit de chartes civiles. Aujourd'hui, nous sommes devant une autre situation. Bien sûr, le contexte social et culturel de 2014 au Québec n'est plus celui de 1964, tout à fait. Je dirais qu'il y a en particulier deux grands changements qui se sont produits. Le premier, c'est qu'évidemment, le pluralisme religieux qui nous apparaissait considérable en 1964 est devenu énorme. Nous vivons dans une société québécoise qui maintenant est marquée par la diversité culturelle, ethnique, religieuse en particulier, comme nous ne pouvions pas l'imaginer en 1960. C'est donc un immense changement dû à l'immigration. Deuxième grand changement, je termine là-dessus, Monsieur le Président, je vois votre geste, c'est ça. Deuxième grand changement, évidemment, c'est l'apparition des chartes. Charte québécoise d'abord et charte canadienne, qui toutes les deux font que, dans le débat d'aujourd'hui, les juristes ont une place
qu'ils n'avaient pas en 1964. Et le problème juridique est posé aujourd'hui d'une manière qu'il n'était pas, ou d'une manière peut-être différente à l'époque, mais qui n'était différente aujourd'hui. Je m'arrête là, Monsieur le Président. J'aurai l'occasion peut-être d'aller plus loin tout à l'heure en réponse aux questions. Oui. Merci, Maurice. Merci, Monsieur Rocher. Monsieur le ministre. Bienvenue parmi nous, Monsieur Rocher. Merci pour votre présentation. Je dois dire que je suis impressionné. Voilà. On apprécie tous également les mémoires, mais disons que quand celui qui nous le présente a 89 ans, qu'il a tout le parcours que vous avez, ça commence... 89 ans et 8 mois et demi. Alors, ça commande, je dirais, un respect particulier dont je vous témoigne ouvertement devant mes collègues. Merci. J'aimerais d'abord que nous revenions sur le concept de paix religieuse. Vous utilisez le concept de paix religieuse dans votre mémoire à quelques reprises. Vous dites que le projet de loi 60, l'actuel, celui que nous étudions, s'inscrit donc dans un choix historique que nous avons fait il y a 50 ans dans l'autre projet de loi 60 qui instituait donc cette idée que les institutions publiques doivent être neutres et que les clientèles doivent être respectées dans leurs convictions religieuses et que ce respect pour la clientèle, si je vous comprends bien, doit avoir préséance sur la conviction religieuse de l'agent de l'État ou du personnel de l'État. Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez d'abord comment la neutralité religieuse à laquelle vous avez contribué avec la commission Parent il y a 50 ans, comment cette neutralité religieuse a contribué à la paix religieuse et en quoi le projet de loi 60 que nous avons sous les yeux est nécessaire pour assurer la pérennité de cette paix religieuse pour l'avenir. En 1960, nous étions au bord d'une situation de plus en plus conflictuelle entre, en particulier, les Canadiens français dont je viens de parler, qui se déclaraient athées, et la majorité catholique. Une majorité catholique qui n'était pas prête à accepter qu'il y ait comme ça des athées qui demandent des droits. Et il y avait là, pour une majorité catholique, quelque chose d'incongru et même d'inacceptable. Je me souviens en particulier d'un article qui avait fait du bruit à l'époque, de mon ami Gérard Pelletier, un nom connu à l'époque, qui avait publié dans Cité Libre un article intitulé « Feu l'unanimité ». Et Gérard Pelletier en parlait comme catholique en disant « Mais je m'étonne que maintenant, nous avons perdu cette unanimité religieuse que nous avions comme catholiques. Que nous est-il arrivé? Pourquoi cela nous est arrivé? C'est comme si le fait d'avoir des protestants chez les Canadiens français nous culpabilisait, nous catholiques, de n'avoir pas réussi à sauver leur âme, en quelque sorte. Eh bien, comment avons-nous pu établir une paix entre ceux qui se déclaraient athées, la majorité qui s'étonnait de cet athéisme? Eh bien, c'est en établissant le principe du respect des clientèles. Nous avons respecté la clientèle athée en lui offrant un secteur d'école neutre. Nous avons respecté la clientèle catholique en lui disant « nous allons continuer à avoir des écoles catholiques ». Nous avons respecté la clientèle protestante en disant « nous allons continuer à avoir des écoles protestantes ». Au nom du respect des convictions des catholiques, des protestants et des athées. Et c'est en ce sens que nous avons vécu une période de paix religieuse, justement sur la base de ce principe, en assurant que les demandes des athées sur la base de leurs convictions, que nous respections, que leurs demandes soient entendues. Et
c'est pour ça que je relis comme une causalité le principe du respect des clientèles, des convictions des clientèles, à la paix religieuse que nous avons vécue. Parce que ce qui est quand même étonnant, et cela, je peux le dire, ça m'est souvent demandé par des visiteurs étrangers, comment se fait-il que vous êtes passé d'un système si religieux avant 1960 à un système qui s'est déconfessionnalisé si vite, sans manifestation, sans parade dans les rues, sans contestation devant les tribunaux, hein? Eh bien, je dis, c'est le principe que nous avons suivi, c'est le respect des clientèles, des parents, des élèves, des étudiants. C'était ça notre principe, et c'est comme ça que c'était accepté. Il faut dire aussi que ce principe de neutralité, de respect des convictions, allait dans le sens de l'objectif de l'époque, de l'accessibilité. Parce que, je pense le dire dans mes mémoires, mais ce qui nous est arrivé au Québec, c'est que grâce à cette neutralité, grâce à cette déconfessionnalisation, nous avons réussi une accessibilité beaucoup plus large. Il y a un lien très étroit entre accessibilité et neutralité dans le système de l'éducation. Alors, une des choses qui s'est produite dans ces années-là, c'est qu'une partie des enseignants qui étaient au travail dans les institutions religieuses, dans les collèges classiques notamment, ont accepté de continuer à enseigner dans les nouveaux cégeps qui étaient neutres sur le plan religieux et qui, ce faisant, ont aussi accepté de renoncer progressivement à leurs signes religieux. Il y a eu une transition qui s'est faite, mais il y a plusieurs religieux et religieuses qui portaient un signe religieux qui ont accepté de rester dans le nouveau système des cégeps et qui ont accepté que ça venait avec un certain nombre de contraintes. Et l'une de ces contraintes, c'était un habit laïque. Bon. Et vous savez toute la controverse que cause la mesure que nous proposons en matière de signes religieux. Et vous dites dans votre mémoire, et je vous cite là-dessus, les opposants au projet de loi 60, l'actuel projet de loi 60, en s'opposant à l'interdiction du port de signes religieux, veulent inverser le principe du respect des convictions de toutes les clientèles. Alors, je vous cite, le respect des convictions de l'enseignant aurait désormais priorité sur le respect des convictions des parents, des élèves, des étudiants, des étudiantes. Il s'agit là, en regard de notre passé, d'un renversement de la priorité du respect des convictions religieuses, inspiré à mes yeux par une conception trop individualiste à l'endroit des institutions destinées au service public. Élaborez, s'il vous plaît. Ce que j'ai, en tant qu'observateur, disons, de la société, comme sociologue, ce que, comme d'autres d'ailleurs, j'ai vu, c'est se développer dans notre société, comme dans l'Occident d'ailleurs, un très fort mouvement d'individualisme. Tout le monde le dit, je pense, c'est banal de le dire. Un très fort mouvement d'individualisme que j'ai très nettement senti, par exemple, dans mes relations avec les étudiants. Quand on enseigne pendant 60 ans, on voit passer beaucoup de générations d'étudiants. Chaque génération est différente des autres. Et j'ai vu arriver des générations d'étudiants de plus en plus individualistes, de plus en plus ayant une attitude beaucoup plus utilitaire à l'endroit de l'université, par exemple, voyant les études dans une perspective beaucoup plus personnelle. Oui, et c'est évidemment, c'est un peu dans la poussée de cet individualisme que l'on requiert maintenant que l'enseignant les convictions de l'enseignant aient priorité sur celles des élèves. Moi, j'appuie le projet de loi 60 de 2014, comme j'ai appuyé le projet de loi de 1964, parce que le projet de loi 60 de 2014 est basé sur le même principe du respect
des convictions des clientèles. Et je trouve que c'est ça qui est important maintenant. Et c'est ça qui a assuré la paix, je reviens sur la question votre question présente, c'est ça qui a assuré une paix. Et comme pour moi, la Charte est un projet de loi extrêmement important pour l'avenir de l'État québécois et des institutions publiques québécoises, je dis, c'est le principe d'une paix religieuse et d'une paix sociale qui est dans ce principe du respect des clientèles. C'est pour ça que j'appuie l'ensemble, dans son ensemble, le projet de loi 60. Il est, à mon avis, inspiré par ce qui a fait le succès de notre déconfessionnalisation, ce qui a fait le succès de nos institutions publiques dans l'enseignement. Moi, je parle de l'enseignement devant votre commission, si vous me permettez, parce que c'est dans l'enseignement que j'ai vécu pendant 60 ans et c'est là que j'ai fait ma carrière. Parlons-en justement du milieu universitaire. Vous dites à la page 7 de votre mémoire, « En tant qu'universitaire de carrière, je tiens à faire part de mon avis concernant l'application de la loi 60 aux universités. On invoque bien à tort, à mes yeux, la liberté académique qu'on dit menacée par les exigences de la neutralité. Il s'agit, en l'occurrence, d'une grave confusion touchant ce qu'est la liberté académique. Le devoir de réserve que doit respecter tout professeur d'université concernant ses convictions, tant religieuses que politiques, n'a rien à voir avec la liberté académique. Celle-ci porte sur la liberté concernant la transmission du savoir et la recherche, etc., etc., etc. » Il va y avoir, dès demain, si je ne m'abuse, des représentants du milieu universitaire qui vont venir vous contredire. Alors, si vous les aviez devant vous, vous leur répondriez quoi? Nous aurions une dure discussion. Oui, voilà. C'est certain. Je sais très bien, vous allez recevoir peut-être les recteurs. En tout cas, je tiens à dire, premièrement, que quand les recteurs parlent, ce n'est pas l'université qui parle. J'entends toujours les journalistes dire « l'université est contre le projet de charte ». Non, le recteur est contre. Mais moi, je suis contre mon recteur et je fais partie de l'université. Donc, s'il vous plaît, j'espère qu'un jour, on fera la différence entre les recteurs et l'université. Première réponse. Deuxième réponse. Oui, je suis en désaccord avec mes collègues sur deux plans particuliers. Confusion sur la liberté académique, comme ils disent. La liberté académique consiste notre liberté en ce qui concerne le savoir que nous enseignons, en ce qui concerne les recherches que nous faisons, mais ça ne touche pas le vêtement que nous portons, ça ne touche pas, ce n'est pas au nom de la liberté académique que nous avons une liberté religieuse, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Et là, c'est là que je trouve qu'il y a une confusion. Et il y a une deuxième confusion dans l'attitude de mes collègues. C'est même au nom de la liberté de religion et de conscience qu'ils s'objectent à la Charte. Or, je veux dire ceci, en ce qui concerne la liberté de religion et de conscience. J'ai vécu dans l'université depuis 1952, donc dans l'université catholique. Eh bien, je peux dire que dans l'université catholique d'avant 1960, nous n'avions pas la liberté de religion, nous n'avions pas la liberté de conscience. Par exemple, nous ne pouvions pas, en 1950, embaucher un professeur athée. Nous ne pouvions pas embaucher un professeur musulman. Nous ne pouvions pas embaucher un professeur juif. Il fallait être catholique pour enseigner dans les universités catholiques de Montréal et de Laval. C'est le régime que j'ai connu. À quel moment avons-nous connu la liberté de religion et de conviction? C'est à partir du moment où, vers la fin des années 60, l'Université Laval et l'Université de Montréal ont abandonné leur charte pontificale et sont venus ici à l'Assemblée nationale se faire donner une charte civile. À partir de ce moment-là, nous avons joui de la liberté de conviction des professeurs, parce que c'est à partir de ce moment-là que nous avons eu le droit d'engager des juifs, des protestants, des athées, des musulmans. Eh bien, je dis à mes collègues, aujourd'hui, attention, si, et c'est là que je trouve qu'il y a un vice profond, si nous disons, nous refusons à l'université, nous demandons, par exemple, que les universités soient exemptées, par exemple, de la charte, de votre charte de la laïcité, et qu'à l'avenir, nous acceptons que certains professeurs aient le droit de porter les signes ostentatoires de leur religion comme ils le veulent.
Eh bien, je dis, écoutez, c'est très grave. C'est très grave, cette position. Pourquoi? Parce que je dirais que depuis toujours, il y a dans l'université un consensus pratique, une pratique consensuelle qu'aucun professeur n'affiche devant les étudiants ses convictions politiques, qu'aucun professeur n'affiche ses convictions religieuses. Il y a peut-être des exceptions, c'est très vrai, il est possible, c'est bien possible, il y en a. Mais c'est un consensus à peu près général. Attention, vous mettez fin à ce consensus maintenant. Ce qui veut dire que vous me donnez à moi, autant qu'aux autres, le droit d'afficher mes convictions religieuses dans la salle de cours. Vous voulez dire que maintenant, à l'avenir, contrairement à ce que je fais depuis 60 ans, j'ai le droit d'entrer dans la salle de cours avec un T-shirt disant « Dieu n'existe pas, je suis athée ». Bien, je ne refuse ce droit. Et je crois que c'est un droit que nous n'avons pas le droit d'avoir à l'université. Je crois que c'est une confusion des genres de nous donner ce droit que nous nous refusons depuis, en tout cas pour moi, depuis le début de ma carrière universitaire. Eh bien, je trouve ça très grave. Et voilà comment je suis en désaccord profond avec mes collègues. Ils le savent d'ailleurs. Et pour une raison fondamentale, c'est la liberté religieuse à l'université que nous avons gagnée contre l'ancienne université. Et cela, je pense qu'il faut l'affirmer avec force. Je suis très malheureux d'être en désaccord avec certains de ces collègues que j'aime beaucoup, mais c'est un désaccord profond et je trouve que c'est non seulement un désaccord profond, mais c'est un désaccord qui m'inquiète beaucoup pour l'avenir parce que nous ouvrons une porte à cause de quelques personnes qui peut-être demanderaient de porter des signes ostentatoires, à cause de quelques personnes, nous ouvrons une grande porte à tous les droits, à tous ceux qui ont des convictions religieuses, quelles qu'elles soient. Je pense qu'à l'université, on peut compter un bon nombre de professeurs athées. Ce n'est un secret pour personne. Mais aucun de ces professeurs ne l'affiche publiquement. Il me reste seulement quelques secondes. Si vous avez l'occasion, dans les prochaines minutes, de nous parler un peu du débat au sein des intellectuels. Il y a certaines personnes qui ont dit que les intellectuels, de façon générale, sont contre la Charte au Québec. Je pense que ça pourrait être une occasion de préciser ça. Et l'autre chose également, vous avez dit dans une entrevue au journaliste Paul Journet de la presse, une personne qui porte un signe religieux dans une école, on dit, bah, c'est pas grave, mais lorsqu'il y en aura 5 ou 10 qui porteront ce signe, est-ce qu'on sera toujours dans une institution qui sera neutre sur le plan religieux? Si jamais vous avez l'occasion d'élaborer là-dessus, je l'apprécierais. Merci. Un dernier mot, M. Rocher? Eh bien, c'est que le nombre est une réalité sociologique très importante. Quand il y a une personne, bien sûr, ça ne paraît pas beaucoup, mais dans une école où il y a 20 enseignants et quand il y en a 10 qui portent des signes religieux, je crois que les parents ont le droit de se demander, suis-je encore dans une école neutre? Suis-je encore dans une école publique neutre? Je pense que c'est une question que des parents peuvent se poser. Le nombre est un phénomène sociologique très important. Merci. Monsieur le député de La Fontaine. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Rocher. Je vais tenter de parler un peu plus fort. Merci beaucoup, Monsieur Rocher, d'avoir pris le temps de rédiger à mon âge, le on mémoire. entend moins, mais on comprend plus de choses, paraît-il. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. J'ai toujours espéré que c'est pas l'inverse. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Rocher, d'avoir pris le temps de rédiger le mémoire et de répondre à nos questions. Aujourd'hui, on aurait tellement aimé avoir plus de temps, mais on n'a que 14 minutes. Alors, je vais aller le plus rapidement possible. J'ai quelques questions et ma collègue en aura également. Vous dites dans votre mémoire à la page 8, une de vos recommandations, si je peux m'exprimer ainsi, et de dire d'instaurer une sorte de clause grand-père, autrement dit, ne pas exclure de leur poste de travail les personnes portant déjà des signes ostentatoires. Pourquoi ce serait important pour vous, cela? C'est important pour moi, oui. Et pourquoi? Je l'ai toujours dit d'ailleurs, je ne m'en suis pas caché, je l'ai dit même publiquement. C'est important pour moi pour une question de justice, parce que
je crois que des personnes, j'en connais autour de moi, à différents niveaux de l'enseignement et dans les services de santé, qui portent des signes ostentatoires de leur conviction religieuse. Et ils l'ont, disons, les institutions ont accepté que ça se fasse dans un régime, je dirais, antérieur à ce projet de loi. Et, bon, je n'ose pas parler de droits acquis. C'est une formule un peu trop juridique, dangereuse aussi en droit. Mais, disons que je trouve qu'en toute justice, ces personnes ont bénéficié d'une situation où on acceptait que ça se fasse. Les institutions l'acceptaient. Bon. Mais voilà que nous changeons de régime, mais j'accepte que ces personnes-là continuent. Bien sûr, on va nous dire, ben, ça va faire une différence entre ceux qui portent et ceux qui n'en portent pas, mais déjà, la situation, elle est comme ça. À mes yeux, la nouvelle charte de la laïcité devrait s'appliquer à ceux qui arrivent. Et même, il pourrait y avoir un délai pour ceux qui arrivent, mais c'est ma perception de, je dirais, de la justice à l'endroit de ces personnes. Donc, je m'oppose à ce qu'il y ait des expulsions au nom de cette charte. Je trouve que ce serait commettre une injustice à l'endroit et des institutions qui ont accepté ces personnes avec leurs convictions telles qu'elles les affichent, et les personnes elles-mêmes. Voilà ma position. Merci beaucoup, M. Rocher. Vous également, vous faites référence en introduction ou pour amener le sujet dans votre mémoire à la commission Parent qui, à l'époque, et vous le savez beaucoup mieux que moi, était une commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec qui a débuté ses travaux en 61, qui a remis ses rapports en 63-64. Donc, commission royale d'enquête qui, selon la présentation du sujet que vous nous en faites, a initié ce mouvement qui a évidemment présidé à la création du ministère de l'Éducation. Vous faites, et je fais un lien avec les deux dernières lignes de votre mémoire où vous souhaitez la mise en place d'un organisme chargé de poursuivre et d'étendre la réflexion collective présentement engagée. Pourquoi, puis je reprends cet exemple-là de la Commission royale d'enquête Parent, là vous en faites également la suggestion, un organisme pour poursuivre la réflexion. Pourquoi c'est important avant d'agir dans des matières aussi délicates que de se donner l'avantage et le bénéfice de la recherche, de l'étude et de la réflexion? Bon, je dirais que c'est moins, pour moi, nécessairement de la recherche au sens, pour moi, le mot recherche a un sens scientifique comme universitaire, chercheur, je ne parle pas tellement de recherche, mais je crois que le ministre aurait avantage à l'avenir à s'entourer soit d'un comité, soit d'un conseil supérieur de la laïcité, par exemple, disons. J'ai eu l'occasion de vivre à 2 reprises la création d'un tel conseil. Quand nous avons fait la loi 101 de 1964, en même temps que le ministère de l'Éducation, nous avons créé un conseil supérieur de l'Éducation, comme on sait, qui a joué un rôle très important depuis 50 ans. Ce Conseil supérieur de l'Éducation a donné des avis d'une grande valeur. Et nous avons là une documentation qui est malheureusement beaucoup trop négligée, trop peu utilisée. C'est la documentation de tous les rapports et les avis du Conseil supérieur de l'Éducation. Quand, en 1977, nous avons fait la loi 101, nous avons aussi créé, à côté de la francisation, nous avons créé un conseil supérieur de la langue française pour conseiller le ministre. Ce serait la même chose sur la laïcité, à mon avis, et encore peut-être davantage, parce que la laïcité, évidemment, on le voit bien dans les débats que nous vivons et les émotions que cause cette laïcité. Nous aurons besoin de continuer, si l'Assemblée nationale adopte cette loi, ce projet de loi, nous allons encore continuer à réfléchir et à mettre en application la laïcité dans cet État québécois et les institutions publiques. Donc, je crois que le ministre aura besoin d'être entouré d'un conseil consultatif
qui sera un peu une caisse de résonance, si vous voulez, pour lui et pour l'opinion publique, et qui sera en mesure de faire ce qu'on peut appeler des recherches, enfin, apporter des vues et au besoin faire la synthèse des vues qui sont exposées dans la population québécoise. Voilà en quoi, de quelle manière je vois cette... parce que je pense que le ministre qui sera responsable de l'application de cette loi aura une très grande responsabilité devant la société québécoise. Et donc, il aura besoin d'avis qui soient près de lui, de personnes en qui il pourra avoir confiance. Et croyez-vous, M. Rocher, ce sera ma dernière question, je vais laisser ma collègue poursuivre. Croyez-vous, M. Rocher, par rapport à toute la division que l'on voit sur un aspect qui est l'interdiction de port de signes, et là, certains tentent tout à l'heure de soulever des chiffres. On a entendu le ministre parler de 20% des femmes musulmanes qui portent le voile. On essaie d'avoir une évaluation quantitative, mais qualitative également. Sur cet aspect bien précis, croyez-vous qu'il serait de bon aloi, justement, quant à cette réflexion collective-là, que l'on puisse, sur cet aspect, directement bénéficier du fruit de ces analyses-là? Oui, maintenant, vous savez, ces analyses, elles sont, je peux vous le dire en tant que chercheur en sociologie, ce seraient des analyses extrêmement délicates à faire dans le sens où il est difficile, dans ce genre d'études, de considérer la réponse comme étant la bonne réponse. Je peux dire que quand on fait des enquêtes en sociologie, on a comme règle de ne pas toujours croire que la réponse qui nous est donnée est la bonne réponse. Je ne veux pas parler pour les femmes musulmanes, mais si je demande à des femmes musulmanes si elles portent le voile, est-ce que c'est leur libre choix? Je veux bien accepter leur réponse, mais je ne suis pas certain que leur réponse est la bonne réponse. La réponse qui est la réalité sociologique de cette femme, qui est la réponse anthropologique de cette femme. Parce que je crois qu'il y a des femmes musulmanes qui doivent dire que c'est un libre choix, je le crois, mais que ce n'est pas nécessairement leur libre choix. Alors, je dirais que, d'abord, je serais absolument inquiet d'une analyse purement statistique. Il faudrait donc une analyse beaucoup plus fine, et je cherche encore l'étudiant en sociologie ou le collègue en sociologie qui acceptera de faire cette recherche-là. Ce ne serait pas moi, en tout cas. Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce, je crois que vous voulez intervenir. Oui, merci beaucoup, Monsieur Rocher. Je vous ai vu l'autre soir avec Anne-Marie Dussault, j'ai trouvé ça fascinant. Et donc, ça m'a fait vouloir faire des recherches sur Jean-Pierre Proulx et le rapport de Jean-Pierre Proulx. Parce que moi, j'ai grandi, ça fait peut-être au moins 30 ans que je gravite dans le réseau de la santé, des services sociaux. J'ai été ministre ici au gouvernement, donc dans les services publics, et avec une vision de politique publique qui faisait beaucoup la promotion de l'ouverture à la diversité. Depuis longtemps, le Québec est très actif. Et je suis tombée donc sur le rapport. Je vais juste aller sur certains éléments parce que j'aimerais vous entendre. Vous êtes sociologue, c'est intéressant de pouvoir profiter de votre analyse de la situation. Parce que moi, ce que je sens chez les jeunes, mes enfants notamment qui ont grandi avec des amis qui s'appellent Mohamed et Yasmine, etc., des amis haïtiens, la diversité, qui sont malheureux par le message qu'on envoie, parce que pour eux, l'entente qu'ils avaient, c'est que le Québec était une société d'inclusion. Et ils sont malheureux de voir la souffrance du message qu'on envoie, surtout aux musulmans. Il faut le dire, c'est beaucoup les musulmans qui le ressentent. Alors, je vais vous lire quelques passages. Donc, la politique du Québec relative à l'immigration est fondée sur le principe de l'intégration à une société définie comme pluraliste,
dans le respect des valeurs démocratiques fondamentales qui en constituent le fondement. Plus loin, la politique québécoise sur l'intégration sociale est aussi fondée sur le principe du respect des particularismes, notamment en matière religieuse. En matière scolaire, ce principe s'articule sur le droit à l'accommodement raisonnable, lequel ne peut toutefois remettre en question des droits fondamentaux de la personne. Et il dit ensuite que, et ça c'est le rapport Proulx, hein, le groupe de travail sur la place de la religion, lorsqu'il s'agit du droit à l'égalité, c'est d'abord l'opinion des minorités qu'il faut prendre en considération. La majorité, en effet, souffre rarement des inégalités puisqu'elle est plus que tout capable d'influencer le décideur politique en sa faveur. Il va plus loin, il parle de fondement de la justice et de la paix, et ensuite il dit « cette perspective est celle de la laïcité ouverte ». Alors, on accuse souvent M. Bouchard d'avoir, Gérard Bouchard, avec son rapport, d'avoir inventé cette notion, mais ça précède M. Bouchard, et je peux constater qu'on a grandi avec cette notion. Alors, c'est plus en termes de sociologue. Comment on fait pour s'assurer qu'on continue à bâtir une société inclusive qui n'est pas ébranlée par ce débat où, franchement, c'est kiff-kiff, hein? Et 50% qui croient que ça prend une laïcité plus pure et dure, je ne sais pas l'expression, et une laïcité ouverte avec laquelle on a grandi. C'est sûr que l'immigration a fait en sorte que la diversité de l'immigration, c'est ça qui crée ce choc. Et certains groupes osent en parler, hein? Ils parlent beaucoup de l'islam, c'est sûr, mais ils commencent à parler d'immigration. Et moi, je sens que le débat n'est pas du tout bien engagé. Et vous avez synthétisé ça. Vous avez une minute pour répondre à cette dame. Première réponse, vous avez là, dans la page 8, numéro 1, une partie de ma réponse. Je crois qu'on ne doit expulser personne, premièrement. Je pense que si on adoptait cette position, je crois qu'il y a là quelque chose de rassurant pour les enfants. Ceux qui sont habitués à avoir ces enseignants continueront à les avoir. Pour moi, c'est essentiel. Donc, c'est une première réponse. La deuxième, c'est que nous entrons dans une période où nous aurons, j'espère, une autre conception de notre ouverture, parce que ce projet n'est pas un projet de repli ethnique ni de repli religieux, je tiens à le dire, contrairement à certains de mes collègues. Non, pas du tout. C'est un projet d'ouverture, comme nous l'avons vécu depuis 50 ans. D'ouverture dans le sens de continuer encore, pendant les prochaines années, à respecter les convictions de tous ceux qui se présentent devant les commissions, devant les institutions publiques. Pour moi, c'est ça. Et c'est ça notre ouverture. Merci. Merci. Et elle nous a marqués, et je crois qu'elle devrait continuer de nous marquer. Madame la députée de Montarville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Rocher. Monsieur le professeur, je devrais vous appeler ainsi. On va poursuivre sur la même lancée à la page 8 pour ceux à la maison qui n'ont pas eu l'occasion de lire ce que vous avez écrit. Je vais vous citer. Vous dites la page 8. Vous dites « Mon appui au projet de loi 60 s'accompagne de quelques réserves. Je considère, au nom de la justice, qu'on ne devrait pas exclure de leur poste de travail les personnes portant déjà des signes ostentatoires de conviction religieuse. Bien sûr, cela a l'inconvénient de maintenir des disparités dans le milieu de travail qui existent déjà en réalité. Mais cela est beaucoup moins grave que l'exclusion. Alors, si je vous lis bien, le gouvernement va trop loin en voulant ultimement renvoyer l'employé qui refuserait de retirer un signe religieux. Oui, je ne suis pas d'accord avec cette partie du projet de loi 60 qui exigerait que les employés qui portent déjà des signes ostentatoires doivent quitter leur poste. Je ne suis pas d'accord, donc je l'ai dit bien clairement, je l'ai dit publiquement, oui, et je le dis dans ces 4 lignes que vous venez de citer, c'est tout à fait ma position, parce que je trouve, comme je le dis, que c'est plus grave l'exclusion que de garder ces personnes qui sont entrées dans ces positions dans un autre régime que celui qui sera maintenant le prochain avec l'adoption de ce projet de loi. Oui. Et j'aime bien l'idée que vous soulevez, on ne va pas parler de droit acquis, mais pour le futur. Je trouve ça intéressant. Vous n'êtes pas le premier qui le soulevait ici. M. Gauthier, l'ancien chef du Bloc québécois, l'a d'ailleurs soulevé. Je trouve ça intéressant. Par ailleurs, je vous poserai une question.
quelle sanction verriez-vous à la place du renvoi? Y aurait-il une sanction ou il n'y aurait pas de sanction? Bien, évidemment, on peut dire, on peut souhaiter que les personnes qui portent des signes ostentatoires soient invitées à y réfléchir, à tenir compte du fait que maintenant, il y a une loi qui, pour l'avenir, demandera à ceux qui viendront de ne plus porter de signes ostentatoires. Bon, on peut s'engager dans une période, disons, d'incitation, hein? Mais je ne voudrais pas que l'incitation se termine par l'exclusion. Voilà ma position. C'est clair. Oui, elle est claire. J'essaie une autre question si j'ai le temps. Vous dites à la page 5 de votre mémoire, au bas, « Aujourd'hui, l'islam acquiert une présence qui entraîne une nouvelle phase dans notre réflexion collective sur la neutralité religieuse. » Alors, est-ce à dire que ce ne sont pas les autres religions qui entraînent cette nouvelle phase de réflexion sur la laïcité de l'État? Vous spécifiez l'islam ici. Pourriez-vous élaborer? Parce que, évidemment, dans la situation actuelle, la religion qui est le plus présente, le plus exigeante, parmi les nouvelles religions, c'est l'islam, c'est évident, hein. Ici comme ailleurs. Et moi, je ne voudrais pas que ce projet de loi soit fait parce qu'il y a de l'islam aujourd'hui. Je trouve que c'est une situation présente, que l'islam est là. Et je dirais que, je l'ai déjà dit, l'islam représente pour moi une religion aussi exigeante que l'a été l'Église catholique autrefois pour les catholiques. L'Église catholique était une religion très exigeante pour les catholiques, et elle était très exigeante pour les États, parce que l'Église catholique demandait de faire partie du gouvernement, en quelque sorte. L'Église catholique au Québec a demandé d'avoir l'éducation sous sa direction, les services de santé, les services sociaux, etc. Merci, M. Rocher. Merci. Merci. On se dirige vers Blainville. Merci, M. le Président. M. Rocher, c'est un honneur de vous recevoir. Je vais continuer un peu sur la lancée de ma collègue de Montarville. J'avais quelque chose qui était un peu semblable. Vous dites, ce projet de loi-là n'est ni anti-islamique, ni anti-catholique, ni anti-protestant. En fait, il ne vise aucune religion. Pourtant, qu'on soit du côté favorable ou défavorable du projet de loi, la plupart du temps, on entend pratiquement uniquement parler, à titre d'exemple, de l'islam, le groupe juste avant vous nous donnait dans son mémoire à 3 reprises, 3 endroits, on disait particulièrement le voile islamique. Alors, comme sociologue, pourquoi notre société moi, ça pique ma curiosité parce que je pense comme vous que c'est pas un projet de loi qui vise une religion en particulier. Pourtant, les gens qui sont favorables semblent craindre plus particulièrement l'islam ou visent des signes plus particuliers. Et les gens qui pratiquent l'islam viennent nous dire, ce projet de loi-là, il est carrément contre nous, là, ou à peu près. Bon, moi, je ne nierais pas qu'il y a dans la population québécoise des gens qui approuveraient ce projet de loi par islamophobie. Bon, c'est possible, c'est probable. Tout comme quand nous avons fait la loi 60 de 1964, il y avait des gens qui nous approuvaient par anticatholicisme, hein. Ça existait. Et il y avait d'anciens catholiques qui se réjouissaient de cette neutralité. Mais ce n'était pas notre intention. Nous voulions assurer la neutralité de l'État, mais non pas par anticatholicisme. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec ce nouveau projet de loi 60, nous voulons assurer la neutralité des institutions publiques pour l'avenir, non pas par anti-islamisme, par réaction contre l'islam d'aujourd'hui, pas plus que contre le catholicisme, qui est encore très présent, hein. Par exemple, je crois qu'une grande partie du clergé de l'épiscopat québécois est contre le projet de loi, hein. Ça ne m'étonne pas. J'ai compris que le nouvel cardinal l'est. Bon, il le dit clairement. Donc, oui, donc je ne pense pas que ce soit par islamophobie que l'on assiste à ça. Bon, voilà ma position. Je pense que comme sociologue, on peut très bien voir les différents courants de pensée et les différentes manières d'interpréter un projet de loi comme celui-ci, qui est très complexe, hein, bon, on peut l'interpréter comme anti-religieux pour un certain nombre, mais dans mon opinion, je pense que ce n'est pas la position ni du gouvernement actuel, ni de ceux qui, en majorité parmi mes collègues en tout cas,
parce qu'il y a des collègues de l'Université de Montréal qui approuvent le projet de loi. Je tiens à le dire ici publiquement. Vous m'entendez? Oui, il y a des collègues qui approuvent le projet de loi. Ce n'est pas les intellectuels qui sont contre. Donc, oui, c'est ma position. Un peu de temps, 45 secondes. Vous avez bien illustré la déconfessionnalisation. Vous dites, je pense que c'est un peu la suite logique, 50 ans plus tard. Il y a des gens ce matin qui sont venus nous dire que c'était pas une preuve de laïcité parce que, on subventionne encore des institutions religieuses, parce que dans l'État québécois, on retrouve encore certains signes, ou du moins démonstrations, actions. Alors, il y a des gens qui nous disent, non, c'est pas une preuve de laïcité ce qui a été fait à l'époque. Vous en dites quoi? Oui, vous savez, je pense que la laïcité est tellement un phénomène nouveau dans l'histoire de l'humanité. La longue histoire de l'humanité est faite de complicité entre les religions et les États. Depuis 2 siècles à peu près, nous tentons, dans certains pays, de réaliser la laïcité. Ça ne m'étonne pas que nous ayons des difficultés, c'est nouveau. Et donc... Monsieur Rocher, merci. Vous tenterez de continuer la réponse à la question à la députée de Gouin. Bonsoir, Monsieur Rocher. Merci infiniment d'être là. Je partage avec mes collègues une grande admiration pour l'ensemble de votre œuvre, mais je vais quand même vous poser une question. Vous dites, le principe adopté par la commission parents a été celui du respect des convictions religieuses des parents et des élèves, etc. Et vous semblez penser qu'aujourd'hui, en n'interdisant pas le port de signes religieux, par exemple, dans le monde de l'enseignement, c'est comme si on privilégiait les enseignants au détriment des élèves. Je vous soumets quand même respectueusement que ni la commission parents, ni les gouvernements des années 60 ou 70 n'ont obligé les enseignants, dans nos écoles, par exemple, primaires, secondaires, à se départir de leurs costumes religieux. Ils l'ont fait très largement, c'est vrai, j'en ai été témoin, et beaucoup à cause du Concile Vatican II, qui a quand même ouvert un peu l'Église catholique, ça a fait du bien. Ça a donc continué tout ça. C'est-à-dire que durant des dizaines d'années, et il y en a encore un petit peu aujourd'hui, on a eu des enseignants, des enseignantes. D'accord, les religieuses ne portaient plus de cornettes, mais laissez-moi vous dire que tout le monde savait qui était une religieuse et qui ne l'était pas. Hein? On pourrait décrire le petit costume, là. Donc, c'était assez évident. Et moi, ce qui me frappe, c'est jusqu'à tout récemment, personne ne s'en formalisait. C'est comme si ça ne portait pas atteinte à la laïcité des écoles, en fait, qu'on a concrétisé davantage là, en 1997. Alors, pourquoi aujourd'hui serait-ce si important d'interdire le port de signes religieux dans des milieux où il y en a? Oui, il y en a, c'est vrai, mais où il y en a depuis 50 ans, en fait. Oui. Je pense que les demandes qui sont faites par les femmes musulmanes en ce moment, ou par une religion en particulier, posent un problème nouveau. C'est en ce sens-là que je dis pour le moment, parce que je crois que nous vivions dans le sentiment qu'il y avait un certain consensus sur le fait que dans l'ensemble, et c'est le cas pour l'ensemble, la grande majorité des enseignants, ils ne portaient pas de signes ostentatoires. Il n'y avait que quelques-uns. À l'université, je n'en ai vraiment jamais vu parmi les professeurs. Donc, nous vivions dans une situation où nous avions l'impression d'avoir un consensus. Ce consensus est brisé. Donc, nous avons à donner une réponse, et la réponse peut être, nous continuons comme avant, nous acceptons que dorénavant, les enseignants pourront porter des signes religieux. Mais ce n'est pas ma réponse. Je crois que la réponse que nous devons faire, au contraire, c'est au nom de la clientèle qui se présente dans les écoles, nous devons repenser la position qui est en train de se développer. C'est une position qui est en train de se développer en réalité. Mes collègues sociologues ont cru pendant plusieurs années que, à l'avenir, la religion dans l'espace public n'existerait plus. C'est une phase finie de l'histoire. Et tout à coup, mes collègues sociologues se réveillent et apprennent qu'il y a un retour du religieux. Et en effet, il y a un retour du religieux. Monsieur Rocher. Et donc, c'est face à cela que nous avons à prendre une position. C'est le retour du temps qui vous arrête. Comme député de Côte-du-Sud, je vous aurais écouté encore très longtemps. Vous avez des propos très intéressants. Tout le monde ici autour de la table
a bien apprécié. Donc, merci beaucoup. Bon retour à la maison. Et j'invite M. Raphaël Fischler à prendre place. Merci, M. Rocher. Je suspends quelques instants.